Bonjour à tous, je voulais faire cette vidéo tout simplement pour rentrer un petit peu, j'ai annoncé ça sur Facebook entre autres, sur le site, pour annoncer la censure, enfin je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement, je vais vous expliquer les tenants et aboutissants de cette affaire curieuse et vous en déciderez par vous-même. Je pense que toute personne sensée peut comprendre ce qui se passe. Il s'agit du Crédit Agricole, donc de la banque qui gère l'entreprise Fiat Lux, les éditions Fiat Lux, qui publie la faillite du monde moderne aux premières loges d'un chaos planifié. L'entreprise a reçu un courrier recommandé accusé de réception au bout de un petit peu plus de 2 mois d'ouverture du compte au Crédit Agricole, un courrier qui explique le plus simplement du monde que le Crédit Agricole désire cesser les relations commerciales avec l'entreprise Fiat Lux. Le courrier est là, d'accord? Donc le recommandé accusé de réception est là et il se présente sous cette forme. Alpes-Provence, banque et assurance, direction du contrôle permanent et des risques. Nous sommes au regret de vous notifier que nous ne sommes plus disposés à maintenir nos relations commerciales. Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci, c'est leur droit et donc la législation leur permet. Vous avez 60 jours pour trouver une autre banque. Et si toutes les banques se refusent, parce que c'est compliqué, vous aviez une banque, vous allez voir une autre banque, elle va vous dire pourquoi vous avez arrêté de collaborer avec telle banque. Il y a une raison, c'est exactement le même problème des assurances. Donc si on vous a viré tel un malpropre, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, s'il y a un risque au niveau du Crédit Agricole, je ne vois pas pourquoi une autre banque serait prête à prendre ce risque. C'est logique. Et par contre, à ce moment-là, si vous n'avez plus de compte bancaire, vous avez le droit d'en informer la Banque de France qui va obliger une banque à vous reprendre, à vous prendre. Ça pourrait être d'ailleurs le Crédit Agricole, ce qui est donc quand même assez comique, hein, comme toujours. On est dirigé par des clowns. Donc c'est comique, c'est toujours comme ça. Quel est l'argument, quelles sont les causes de cette éviction, de cette cessation de relations commerciales? Aucune, il n'y en a pas. D'ailleurs, le courrier n'est pas signé, responsable du contrôle de la conformité avec une belle signature, mais c'est pas signé. Donc on ne peut pas se retourner ou appeler quelqu'un. Voilà, il n'y a pas de cause, rien, aucune. Bon. Qu'est-ce que je fais? Étant quelqu'un de civilisé, un minimum intelligent, je prends contact avec ma banque, je prends rendez-vous samedi dernier, nous sommes le 26, mercredi 26 décembre, je prends rendez-vous samedi dernier, et je vais voir la responsable du compte, de l'agence dans laquelle a été ouvert le compte bancaire. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Bon, d'abord, elle veut pas me recevoir, on me fait comprendre qu'il faut prendre un rendez-vous. Il était hors de question, bien sûr, puisque j'ai appelé la veille, on m'a dit de venir, donc je leur ai bien fait comprendre qu'ils allaient me recevoir de gré ou de force. Nous sommes civilisés, certes, mais nous refusons quand même de se faire humilier par des clowns. Et je lui pose la question, je dis, moi, bon, je veux bien, mais pourquoi vous fermez ce compte? Il y a des raisons. Elle me dit, bon, je suis au courant. Celui qui s'occupe du compte ne semblait pas être au courant. Par contre, la patronne de l'agence, la responsable, était, semble-t-il, au courant. Et elle m'explique que le Crédit Agricole ne faisait plus
de maisons d'édition. Voilà. Donc c'est tout. Sauf que moi je lui explique que le compte bancaire est largement fourni, que la maison d'édition réalise un succès assez exceptionnel, puisque nous sommes déjà quasiment en rupture de stock pour la première édition de 2000 exemplaires de La faillite du monde moderne, sans oublier une réussite totale pour la brochure du docteur André Gernès, qui se vend comme des petits pains, etc., etc. Je lui explique que, bon, c'est pas possible, ça n'a aucun sens, il n'y a aucun risque à prendre. Quel risque vous prenez ? Et elle me dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle veut écourter la conversation avec, comme je le dis très bien, vous savez, c'est des gens pleins de certitudes, pleins c'est des gens qui se croient vraiment supérieurs et qui croient dur comme fer qu'ils ont raison, et que c'est assez curieux, c'est assez curieux. Bon, bref. Je lui explique que ça va pas se passer comme ça, enfin c'est pas possible, ça n'a aucun sens, ce n'est pas normal, surtout venant du Crédit Agricole. Je lui rappelle que le Crédit Agricole est une banque qui vient de perdre 80% de sa valeur en 7 ans, hein, puisque un simple clic sur le site Boursorama, Crédit Agricole, courbe historique, le graphe des 7 dernières années, vous le voyez simplement à l'écran, qu'il s'affiche à l'écran. On est passé de 36 euros à 6 euros, 5 euros, enfin dernièrement c'était descendu jusqu'à 4. Donc je dis, je n'ai aucune leçon à recevoir d'une entreprise qui a perdu 80% de son capital, alors que nous, dans notre entreprise Édition Fiat Lux, nous progressons avec des taux de croissance à 3 chiffres. Enfin, c'est assez spectaculaire. Nous sommes en train de rééditer la 2e édition. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir, et je lui explique d'ailleurs que le Crédit Agricole en temps de crise, alors que la croissance, tout le monde pleurniche sur la croissance, et que les agences de notation sont en train de menacer la France et les banksters de faire baisser leurs notes, etc. C'est complètement ahurissant, ubuesque, stupide, imbécile de sanctionner une entreprise qui prospère, qui explose, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Et je n'ai aucune leçon à recevoir de gens aussi incompétents, qui ont ruiné la planète. Bon, elle n'avait pas l'air, franchement, elle n'avait pas l'air de comprendre la situation de sa banque, qui d'ailleurs vient d'être menacée ce mois de décembre par Fitch, hein, Marc Ladrette de la Charrière, l'agence de notation française, a menacé les grandes banques françaises d'être rétrogradées dans leurs notes. Elles ont des A+, et elles vont être rétrogradées. Vous savez pourquoi en plus? Je vais vous l'expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, ils ont peur que l'État français se retire au niveau de l'assurance des banques, du soutien aux banques. Donc le Crédit Agricole, selon le Fitch Ratings, ne possède et ne maintient sa note A+, que grâce au soutien du contribuable français. C'est ce que je ne manquerai pas de lui rappeler, en lui expliquant que le Crédit Agricole, au pire, a besoin de pigeons comme nous pour assurer ses arrières, pour être dilapidés in fine, puisque quand ils vont s'écrouler, on va perdre toutes nos économies. Ça n'a pas eu l'air de la convaincre. Elle était, comment dire, elle était bloquée, elle était coincée sur sa position. Pour elle, non, il est hors de question. Le Crédit Agricole se porte bien, bien sûr. Il faut dire ça à Fitch Ratings, madame, parce que si vous êtes ignorante et totalement imbécile quant à votre métier, si vous êtes incompétente, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute, c'est de votre faute. Vous êtes une ignorante, une incompétente, vous ne savez pas travailler, ni vous, ni les autres. Et je lui rappelle très gentiment aussi le cas de l'Emporiki Bank, hein, qui veut dire Commercial Bank en Grèce, qui vient d'être cédé à 1 euro symbolique par le Crédit Agricole, 1 euro symbolique, et qui a perdu par cette transaction 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, le trou de la sécu. Et je lui dis, cet abruti, ce guignol de contrôleur des risques,
d'Aix-en-Provence, là, du Crédit Agricole, il devrait s'occuper des vrais risques. Il n'a pas vu venir le risque de l'Emporiki Bank. Ça, il n'a pas vu venir. Perdre 10 milliards, c'est normal. Par contre, refuser l'argent d'une entreprise qui prospère, ça, c'est un risque. Vous voyez là, il est clair que c'est un inversement complet des rapports, mais totalement complet de la raison, de la logique. Alors du coup, je lui ai posé la question, est-ce qu'il s'agit pour le coup, d'une censure quant au contenu de mon livre, La faillite du monde moderne. Bon, c'est là que ça se complique, elle le nie bien sûr évidemment, mais on voit dans le regard qu'il y a quand même un rapport. Bon, je dis ça comme ça, en même temps je n'ai rien dit, je ne sais pas, hein, c'est pas sûr, mais ça me semble évident. Évident parce que j'ai toujours tapé sur le système bancaire, que le chapitre 3 et 4, ou 2 et 3, concerne donc l'argent. Alors si je ne m'abuse, c'est le chapitre 3 exactement. 3 et 4, c'est l'argent et état de la finance mondiale. Donc je crois que c'est clair. Le crédit agricole, j'en ai déjà parlé dans des vidéo grâce aux travaux de Jean-Loup Isambert. Donc et d'ailleurs c'est pas la première fois qu'ils essayent de censurer des livres, puisqu'ils avaient à l'époque essayé, je crois en 2005 ou en 2001, je sais plus si c'était le premier ou le second livre de Jean-Loup Isambert, Les démons du crédit agricole ou Crédit agricole hors la loi. Ils ont essayé de censurer le livre, de l'empêcher de sortir, le livre qui avait été vendu à 10 000 exemplaires. D'ailleurs, au passage, il y avait aussi sa maison d'édition qui l'a lâché, sans aucune raison, alors qu'il faisait de très belles ventes. Ils l'ont lâché, ils lui ont pas payé, c'est sur sa fiche Wikipédia, c'est très simple hein, à vérifier. Il l'avait lâché, il lui avait refusé les rétrocessions de ses droits d'auteur. Donc nous vivons dans une société assez orwellienne, dans laquelle la banque apparemment se mêle de politique. Voilà, elle refuse toute critique, elle a le droit de nous ruiner, de récupérer l'argent des contribuables pour renflouer ses caisses, mais par contre, elle n'a pas le droit, nous, on n'a pas le droit de la critiquer. Voilà. Je signale que nous sommes en rapport avec des banques par obligation légale. Sinon, ce ne serait pas le cas, je crois que c'est clair. Donc, avant de finir cette vidéo assez hallucinante, j'ai écrit donc au médiateur de la banque. Vous savez que c'est une possibilité quand il y a un litige d'aller voir donc votre agence, s'il n'y a pas de solution, d'écrire au médiateur de votre banque, dont les coordonnées sont surtout vos relevés bancaires en bas, à droite ou à gauche, au pied de la page. Donc je lui ai écrit un courrier lui expliquant, lui demandant, en recommandé accusé de réception, demandant des explications précises. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que ce sont des comportements normaux? Parce que cette affaire ne va pas s'arrêter là. S'ils ne font plus de maison d'édition, je crois qu'il est logique de ma part d'exiger qu'aucune maison d'édition ne fasse partie de leur carnet d'adresse de clientèle, pardon. C'est ce que j'ai dit à la dame, à la responsable de l'agence du Crédit Agricole. Donc, et je lui ai bien expliqué qu'il était hors de question qu'on retrouve des maisons d'édition. C'est facilement vérifiable par un avocat, voire même par quelques chercheurs sur Internet, en allant dans des maisons d'édition de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de taper bon de commande et de voir les coordonnées bancaires. C'est très très simple à vérifier. Et c'est là qu'elle me dit non, pas du tout, nous on n'est que le Provence-Alpes-Côte d'Azur, pas la France, etc. Je lui dis, il n'y a pas de souci, mais on va vérifier quand même, on ira, on va confirmer, on n'est pas des imbéciles, on sait se défendre, on connaît la loi, on est des gens civilisés. Par contre, si vous aimez les problèmes, vous allez en avoir, on va médiatiser tout ça pour expliquer aux gens votre incompétence, votre imbécilité, ce comportement inique, illogique, injuste, qui n'a aucun sens, qui leur permet de me freiner, de nous mettre les bâtons dans les roues, parce que là maintenant il faut tout refaire. Je vais demander des préjudices parce que c'est clair, il faut absolument tout refaire, ouvrir des comptes, refaire tout ce qui est nécessaire avec PayPal, refaire toutes les pages, les bons de commande, les pieds de page, etc. C'est quand même compliqué tout ça. C'est un travail qui ne devrait pas se faire, ou du moins être refait. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, et pour finir, je voulais juste rappeler
à nos amis du Crédit Agricole et aux auditeurs le contenu du travail de monsieur Jean-Loup Isambert, journaliste, professionnel, essayiste, un vrai journaliste qui a fait des enquêtes exceptionnelles sur le monde de la finance dont j'ai beaucoup parlé, notamment faut-il brûler l'ONU, la crise aujourd'hui, enfin j'ai oublié le titre de son dernier ouvrage, je vais vous le dire tout de suite, ouvrage exceptionnel, pourquoi la crise, j'ai parlé des 40 voleurs, du Crédit Lyonnais, de Jean-Claude Trichet à l'époque, il y a bien longtemps, il y a quelques années, avant que je me fasse censurer par Dailymotion, qui a censuré mes vidéos, mes centaines de vidéos qui cumulaient plus de 3 millions de visites, près de 3 millions, pardon, faut pas mentir, de visites. Voilà, alors j'explique juste un truc. Donc dans le livre Les démons du Crédit Agricole, je cite donc aux éditions L'Arganier 2005, 400 pages, donc de Jean-Louis Isambert et de Hugo Nart, un truc comme ça, je le lis, c'est écrit petit. Alors de toute façon ça va être affiché à l'écran, vous pouvez vérifier tout ceci, hein, le plus simplement du monde. Alors pour la première fois dans l'histoire de la banque, les dirigeants de l'une d'entre elles, le groupe Crédit Agricole Mutuel, spolient leurs actionnaires majoritaires, les 5 700 000 sociétaires, véritables propriétaires du capital. Il faut savoir que c'était une banque mutualiste d'agriculteurs. Elle a été capitalisée en toute illégalité apparemment. Le dispositif imaginé est un hold-up au détriment des sociétaires, dénonce François Guillaume, ancien ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac. C'est pas n'importe qui, ministre de l'Agriculture. Il est concerné puisque le Crédit Agricole Agriculture. Lors de l'entrée en bourse du Crédit Agricole orchestré par le gouvernement Jospin, la gauche socialiste. C'est beau ça, hein? C'est magnifique. Cette opération est une formidable opération de spoliation des contribuables et des sociétaires comme on n'en avait jamais vu dans l'histoire du monde bancaire, confirme Alain Baranger, président du syndicat national de l'agriculture, qui réclame l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle affaire financière? C'est probable. Jean-Loup Isambert et Hugo Nart, journaliste d'investigation indépendant, spécialiste des réseaux financiers des cercles de pouvoir internationaux, livre avec les démons du Crédit Agricole, le livre, le fruit d'une enquête sans concession, longue de plusieurs années sur le premier groupe bancaire français. Il démontre avec rigueur, textes de loi et témoignages à l'appui, le mécanisme par lequel des générations de paysans sont dépossédés d'un siècle de labeur au sein de leur société coopérative de Crédit Agricole Mutuel. Il prouve comment les fonds déposés par les sociétaires partent aujourd'hui dans d'étranges opérations financières. Mais ils mettent surtout à jour les atouts dont disposent, bien souvent sans le savoir, les sociétaires et clients du Crédit Agricole Mutuel pour demander des comptes aux dirigeants et rétablir la coopération en faisant valoir leurs droits. Donc, bon, si vous voulez, c'est la 4e de couverture du bouquin. Puis ensuite, donc le Crédit Agricole Société Anonyme. Selon Jean-Loup Isambert, dans les années 2000, les dirigeants du CA souhaitaient donner à la population une image capitaliste de la banque alors qu'elle est mutualiste et coopérative, afin de la préparer à une évolution future contraire à ses principes fondateurs qui sont ceux de la coopération. Donc c'est une banque coopérative d'agriculteurs. Ainsi, il cite le fait que les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au greffe du tribunal d'instance de leur siège principal leur statut, ainsi que la liste complète des administrateurs et des sociétaires avec leurs coordonnées, ce que peu de caisses locales font, se mettant hors la loi. Il cite encore le fait que les caisses locales doivent, depuis la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001, dite loi NRE, s'immatriculer au registre de commerce et des sociétés. Or, en 2003, sur près de 2700 caisses locales, seulement 45 l'avaient fait, alors que la date limite était le 1er novembre 2002, se mettant doublement hors la loi. En 2001, l'évolution du groupe bancaire lui donne raison. Il démonte le mécanisme de détournement des réserves financières des sociétés coopératives de banques locales et régionales au profit de gros actionnaires privés et met en évidence la complicité entre des dirigeants politiques français et dirigeants du groupe bancaire dans des opérations de privatisation et d'entrée en bourse. Dans les démons du Crédit Agricole, il révèle également, preuve à l'appui, l'existence d'un circuit de blanchiment de capitaux avec la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe. Elle est pas belle la vie? On vous donnait des leçons à nous? Non mais ça va pas? Vous êtes cinglés? Qu'est-ce qui vous arrive? Non mais vous plaisantez, j'espère. Lors de la sortie de son livre, Le Crédit Agricole hors la loi, 15 jours avant l'entrée en bourse du groupe agricole mutuel rebaptisé Crédit Agricole Société Anonyme, CASA,
entre parenthèses, l'ouvrage a été interdit à la vente par décision de justice jusqu'à la date d'entrée en bourse du groupe bancaire. Selon l'auteur, personne ne l'avait lu et surtout pas le magistrat François Grosjean, vice-président du tribunal de grande instance de Versailles, qui a pris cette décision en écrivant le faire, quel que soit le contenu de ce livre, sur lequel nous ne pouvons nous prononcer, faute de sa production. Donc nous assistons, c'est dingue, ça c'est vraiment orwellien. Là, la Russie de Staline n'a pas fait mieux. On a interdit un livre sans l'avoir lu avec la pression du Crédit Agricole. Donc bon, ils sont coutumiers du fait, hein, c'est clair. Et bien sûr, il va de soi que vous pouvez faire, je sais pas moi, une entreprise, par exemple Marc Dorcel, qui fait de la pornographie totale, s'il ouvrait un compte au Crédit Agricole avec des millions d'euros, parce que c'est son cas, il brasse beaucoup d'argent, il n'y a personne qui va lui dire qu'on ne fait pas ça, hein, parce que l'éthique et la morale du Crédit Agricole et des banksters en général n'a strictement rien, enfin n'existe pas. Mais moi, me concernant, un livre, une maison d'édition qui travaille très bien en temps de crise, on vous empêche de le faire. Voilà la réalité de la situation française, de l'économie française, des élites françaises dégénérées. Nous sommes dirigés par des clowns. Alors je signale que dans un cirque, il n'y a qu'un seul clown. Là, c'est que des clowns. Voilà. Et là, ça devient fatigant, d'accord? Le clown, il nous fait rire parce qu'il est rare et tout le monde l'attend. Mais quand on a que des clowns qui gèrent le pays, ça commence à devenir inquiétant, grave, très très grave. Voilà la réalité de la situation qui me donne raison, qui donne raison encore une fois à mon livre, qui dénonce toute cette gabegie, toute cette institution bankster qui devrait être jugée pour les crimes crapuleux qu'ils ont effectués. Je rappelle juste comme ça le scandale de la banque Wachovia. Je parle pas de l'HSBC, de la Deutsche Bank qui a caché 12 milliards de pertes, HSBC qui vient de payer 1,9 milliard de dollars pour ne pas être poursuivi pour le blanchiment d'argent de la drogue, et certainement pas, je ne rappellerai pas, le scandale de la banque Wachovia qui a été rachetée par Wells Fargo après avoir été épinglé pour le scandale des Casa del Cambio dans le blanchiment de l'argent de la drogue du cartel mexicain de Sinaloa, patronné par le parrain Guzman El Chapo, qui concerne plus de 450 milliards de dollars. 450 milliards de dollars. C'est eux qui dirigent le trafic de drogue mexicaine. C'est les banksters qui affrétaient, c'est même pas moi qui le dis, c'est dans des documentaires qui sont passés à la télévision française devant tout le monde. Donc il n'y a absolument rien d'extraordinaire. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, je cite les sources, je cite tout, la faillite du monde moderne. Nous assistons effectivement à une faillite, une banqueroute totale. Et laissez-moi vous finir par une petite réflexion. Vous êtes tombé sur un os, voilà, et ça va vous casser des dents, et comptez pas sur moi pour vous les réparer, parce que ça va pas être possible. Nous allons nous défendre, nous allons aller jusqu'au bout pour expliquer cette mascarade de comportement inique. Et voilà, on va voir s'il y a de la justice dans ce pays, on va voir jusqu'où ils peuvent aller, parce que c'est ce qui est très intéressant, c'est que quand une situation ubuesque démarre, plus vous allez plus vous insistez, plus c'est immonde, c'est monstrueux, de bêtises. Donc on va les laisser plonger dans l'absurde jusqu'au bout. Voilà. Donc à très bientôt et bonne crise.